Thank you so much. One slight correction, Mathilde could not be here this morning, so she will be speaking this afternoon. Yes. And Gaël de Melemestre will be speaking this morning. Let me turn this over to Federico Tarragoni from the University of Paris, who will speak about the subjective view, something I'm very interested to hear about. Thank you. Thank you, Jack. Donc je repasse au français. Je voudrais, avant de commencer, remercier chaleureusement Yad pour cette invitation, qui est une occasion en fait de discuter du concept de révolution d'une façon comparative, en comparant les mondes occidentaux et les mondes extra-occidentaux, ce qui est important aujourd'hui. Donc effectivement, je vais aborder les phénomènes révolutionnaires à l'échelle individuelle, car nous avons pris l'habitude en sciences politiques d'aborder les révolutions politiques uniquement par les institutions, les partis, les organisations politiques, lors même qu'en histoire voient le jour des nouvelles approches. Je pense notamment à l'histoire de la Révolution française ou l'histoire des révolutions du 19e siècle, 1830, 1848, qui essayent de tracer les révolutions à l'échelle des individus les ayant vécus. Donc je m'inspire beaucoup de ces travaux en histoire pour penser à mon tour les phénomènes révolutionnaires en Amérique latine à l'échelle individuelle. L'actualité politique a de quoi étonner. Nous avons vécu un cycle révolutionnaire au début du XXIe siècle entre l'Europe de l'Est, le Maghreb et l'Amérique latine, qui était tout à fait imprévisible et impensable, suivant la thèse, largement répandue dans l'intelligentsia néolibérale, de la fin de l'histoire de Francis Fukuyama. Or, l'histoire est loin d'être finie. En premier lieu, car la fin de la guerre froide et de l'alternative communiste au capitalisme n'a pas refermé d'un coup de baguette magique la quête d'alternatives au régime politique existant, surtout lorsque ceux-ci rendent insupportables certains rapports sociaux de domination. L'histoire n'est pas finie en deuxième lieu, car, par définition, les contradictions qui constituent le moteur du développement historique dans chaque société humaine ne cessent d'apparaître au grand jour sous la forme de conflits sociaux et politiques inédits, que ceux-ci aboutissent ou pas. Aussi, la réaction des médias et d'une partie de la science politique face aux nouvelles révolutions du XXIe siècle a-t-elle quelque chose de déconcertant. Prenons les printemps arabes. Devant des mobilisations massives, totalement inattendues, entraînant la destitution de nombreux tyrans au pouvoir et la chute d'États claniques et patrimoniaux, on a vu surgir une forme de doxa qui apparaît cycliquement dans les séquences révolutionnaires. Elle dit à peu près ceci. C'est très bien que des masses subalternes se rebellent contre des dominations économiques, sociales ou politiques intolérables. Mais la révolution s'achèvera bientôt, les passions retomberont et de nouveaux maîtres totalitaires, issus ou non du mouvement révolutionnaire, viendront refermer cette étrange parenthèse dans le cours naturel du temps. Une doxa parfaitement consonante, d'ailleurs, avec l'origine même du mot « révolution », qui vient du latin « revolutio » et qui veut dire, comme vous le savez, « retour en arrière ». Il est certain que l'expérience historique nous conduit à une certaine défiance vis-à-vis des révolutions. Celles-ci, tout en repolitisant les individus et les masses et en dévoilant au grand jour le caractère intolérable des régimes en place, peuvent toujours se retourner contre elles-mêmes. La révolution peut dévorer ses enfants et s'achever à l'image de ce que Max Weber appelait le paradoxe des conséquences, sous une forme totalement opposée à celle désirée par les acteurs. L'Égypte du maréchal Abdel Fattah al-Sisi en constitue une sorte de prototype. Il semble donner raison à la doxa qui a vu le jour dans l'après-coup des printemps arabes. La révolution, en cherchant à changer les régimes en place, peut altérer des équilibres politiques fragiles et produire ainsi des effets pervers. C'est pourquoi il est important, dans une perspective sociologique, de se doter d'une définition rigoureuse de la révolution qui permette de cerner son début et sa fin et d'expliquer ses effets pervers. Toute révolution étant, comme le suggère Theda Skocpol,
le produit d'une mobilisation sociale massive qui engendre un changement violent des institutions en place, il est tout à fait possible d'en identifier un début et une fin. La fin de la Révolution correspond en effet à la péremption des institutions nouvelles, là où celles-ci ont eu le temps d'exister, que la Révolution a créées. En ce sens, il est parfaitement clair que la Révolution est finie en Égypte avec la restauration d'Al-Sisi. Cependant, une telle définition est dramatiquement incomplète pour un sociologue, car une révolution ne désigne pas seulement d'un point de vue macro-sociologique l'ensemble de ruptures institutionnelles produites par des mobilisations massives et des changements de régime politique. Une révolution désigne aussi, d'un point de vue micro-sociologique, l'ensemble des transformations subjectives qui se produisent en parallèle de ces changements institutionnels et qui se prolongent bien au-delà de leur achèvement ou de leur renversement. La sociologie, comme le disait encore Max Weber, ne peut se contenter de manier des êtres collectifs comme les régimes politiques, les masses, les institutions, sans les rapporter à des conduites individuelles et à des rapports sociaux. Pour les processus révolutionnaires, cette dimension microsociologique, sur laquelle nous disposons de peu d'enquêtes et de travaux, est particulièrement cruciale, car dans toute révolution, on assiste à un changement des repères symboliques du monde social et politique qui va de pair avec une montée de l'incertitude et l'ouverture de nouvelles possibilités. Qu'ils soient politisés ou non, et quel que soit leur degré de connaissance des enjeux politiques, les individus en temps de révolution sont pris dans le flot des événements et redéfinissent leur place dans le monde social. Aussi, dans toute révolution, on peut distinguer analytiquement deux séries de changements qui, dans la réalité des événements, sont pratiquement indiscernables. Un canal proprement institutionnel, qui renvoie aux transformations du champ politique, et un canal proprement subjectif, qui, sans être déconnecté des transformations institutionnelles, rassemble les réactions subjectives produites chez les acteurs qui, de près ou de loin, ont été touchés par les événements. De ce point de vue, il se pourrait très bien donc qu'une révolution finisse institutionnellement, alors que ses effets subjectifs continuent à alimenter l'expérience des individus et à en enfléchir les trajectoires. La révolution bolivarienne au Venezuela, qui a été mon cas d'étude, avec la révolution indigène en Bolivie, donc révolution par les urnes, en constitue un cas d'école. Révolution par les urnes engendrée par l'élection d'Hugo Chavez à la présidence en 1998, sans violence, quoique la violence était préalable, elle fut une révolution à part entière, car le changement électoral permit en effet à la gigantesque émeute du 27 février 1989, le Caracas, avec près de 1000 morts, de trouver une traduction institutionnelle après les deux coups d'État avortés de l'alors lieutenant Chavez le 4 février et le 27 novembre 1992. L'élection canalisa la violence sociale et politique qui avait démarré en 1989 suite à l'application des programmes d'ajustement structurel du FMI, en lui donnant, comme dans tout phénomène révolutionnaire, un horizon eschatologique, la transformation radicale de l'ancienne démocratie de Punto Fijo, la démocratie qui avait été créée en 1961 avec un accord entre le Parti social-démocrate de centre-gauche et le Parti social-chrétien de centre-droit, et l'exclusion durable du Parti communiste au pouvoir, démocratie qui était devenue excluante tant socio-économiquement que politiquement, de la majorité de la population nationale, les classes populaires des bidonvilles. Une exclusion, évidemment, avant tout sociale. Ces classes populaires votaient, mais elles étaient gardées dans une sorte d'illégitimité, d'invisibilité, de violence symbolique par les élites au pouvoir. La perspective d'une nouvelle démocratie directe, participative, populaire et protagoniste, développée par la nouvelle Assemblée constituante et scellée par la Constitution de 1999, concrétise
cet horizon de transformation radicale. Des nouveaux droits au logement, à l'éducation, à la culture, à la santé, à la participation locale, à l'initiative référendaire, comme le référendum révocatoire de mi-mandat, de nouveaux ministères, comme le ministère de la Participation et du Développement social ou le ministère des Communes, sans compter l'acte hautement symbolique de rénomination de la République en République bolivarienne du Venezuela. Comment observer alors le canal subjectif de la Révolution parallèlement à ces changements juridiques et institutionnels radicaux? Comme la Révolution française avait ses sections, la Révolution bolivarienne s'est progressivement dotée de ses comités de quartier. À partir de 2006, elle concrétise l'utopie du précepteur de Bolivar, Simón Rodríguez, c'est une légende un peu inventée par Chavez, de la toparchie, à savoir le gouvernement du lieu. Les habitants du pays doivent désormais apporter leurs idées, leurs énergies et aussi leurs critiques pour faire avancer le processus révolutionnaire en voie de radicalisation suite à l'adoption en 2005 du programme philo-cubain du socialisme du XXIe siècle. Ces nouveaux conseils communaux, créés essentiellement dans les espaces populaires, périurbains, ruraux et indigènes, permettent aux nouvelles attentes révolutionnaires des masses de s'exprimer. Dans mon livre « L'énigme révolutionnaire », issu de ma thèse, j'ai analysé l'expérience de ces mondes populaires sous la Révolution à l'aide d'une vingtaine de récits de vie collectés dans ces conseils communaux entre 2007 et 2011. Il est tout à fait possible, évidemment, que les résultats de cette enquête que je vous présenterai très rapidement aujourd'hui ne soient pas confirmés, car ces mêmes habitants qui avaient souvent un rapport d'adhésion oblique à la Révolution il y a désormais 10 ou 15 ans pourraient être devenus tout à fait des contre-révolutionnaires aujourd'hui au sens de Nicolás Maduro, au vu du délitement de la Révolution à la tête de l'État, du nombre de morts qu'elle a causé depuis, du retournement répressif de l'État envers les mouvements populaires, mais surtout aussi de la crise économique et sociale monumentale qui s'est ouverte depuis la chute des prix du pétrole. Il se pourrait également qu'il se soit entre-temps radicalisé, au contraire, de manière violente, en adhérant aveuglement à la propagande gouvernementale. Quelle que soit leur évolution, la complexité de ces transformations subjectives empêche, à l'instar du canal institutionnel, de délimiter clairement un début et une fin pour cette expérience. La Révolution semble en tout cas avoir changé à jamais les existences des individus qui y avaient participé, directement ou indirectement. Sans doute sa fin est-elle beaucoup plus évidente à percevoir du point de vue institutionnel que du point de vue subjectif. Alors, je vous présenterai très rapidement donc, les trois formes idéales typiques, les trois modalités un peu générales de cette expérience révolutionnaire, donc vue du point de vue subjectif de celles et ceux qui ont adhéré à la révolution bolivarienne dans les quartiers populaires. La première modalité, c'est ce que j'appelle la bifurcation biographique, savoir cette discontinuité que les individus entrevoient dans leur continuum biographique à partir de l'événement révolutionnaire. La deuxième modalité, c'est ce que j'appelle la subjectivation révolutionnaire, c'est-à-dire cette transformation radicale du rapport de soi à soi qui se produit en lien avec l'idéologie de la régénération radicale qui caractérise tout événement révolutionnaire. Cette idée qu'il faut régénérer la société et l'humain, les individus dans leur totalité. Et la troisième modalité, c'est la démultiplication des rapports au temps, c'est-à-dire les rapports au passé, au présent et à l'avenir, qui se produisent également dans tout événement révolutionnaire, car toute révolution est une discontinuité historique, et donc elle réinterroge sur de nouveaux frais le passé, la mémoire, le présent, ce qui se passe, placé sous l'espèce de l'incertitude, et le futur qui est évidemment rangé du côté de l'utopie, de quelque chose qu'il faut créer. Première modalité, la bifurcation biographique. Ma vie a changé. Combien de fois ai-je entendu cet énoncé de la part de citoyens ayant au plus le bac, mais c'est très rare. Beaucoup d'entre eux sont illettrés,
En tout cas, ils ont très peu de diplômes. Pour la plupart d'entre eux, vendeurs ambulants ou chômeurs de longue durée, ou femmes au foyer, sans activité. Combien de fois ai-je entendu de la part de ces individus qu'on croirait à 10 000 lieues de la politisation, la présentation de soi, je suis un citoyen révolutionnaire, et me dire ma vie a changé à partir de la Révolution. Je vous fais juste un exemple de cela, de la part donc d'une tenancière d'une épicerie populaire qui n'a pas le bac. La Révolution, c'est un peu un choix pour chacun de nous. C'est un peu comme le christianisme, tu vois. Tu entres dans une église, c'est beau, avec toutes les dorures et les couleurs et les paroles du prêtre. Après, ça peut rester en toi ou pas, n'est-ce pas? La Révolution, ça a été un peu pareil pour moi. À un moment donné, tu te rends compte que tu as choisi quelque chose, que tu as choisi de faire part de cette belle révolution. Et t'en sors pas pareil, bien sûr. Tu ne vois plus les gens de la même manière, tu ne fais plus les mêmes choses. Surtout, tu ne les vois plus de la même manière. C'est comme avoir un peu les yeux ouverts sur tout. Alors, il y a deux opérations qui s'entremêlent dans cette conversion révolutionnaire. La première concerne le fait de repenser sa propre trajectoire à l'aune d'une rupture, donc de la découper de manière différente en identifiant clairement un avant et un après. La deuxième implique de considérer cette rupture, jugée dans un premier temps anodine ou banale, en tout cas dénuée de noblesse politique, comme une révélation du devenir révolutionnaire de l'individu en le mettant en relation avec un événement de la révolution à l'échelle politique. Robert, par exemple, vendeur ambulant également, son bac, insiste sur sa lutte personnelle dans le travail pour sa famille, qui n'acquiert un sens politique qu'au moment du putsch avorté d'Hugo Chavez, le 4 février 1992. Je vous laisse écouter un petit extrait de ce qu'il me dit. À l'époque du 4 février 1992, ma femme a eu un grave accident de la route. Elle est restée paralysée à vie. J'ai essayé de voir si nous pouvions disposer d'une chaise roulante dans le quartier. Et en fait, rien. C'est alors que j'ai décidé de consacrer tous mes efforts au travail pour maintenir ma famille qui avait besoin de moi, ma femme et mon fils, et à l'organisation populaire, pour que tout le monde, au cas où, puisse disposer de quelque chose dans cette situation d'urgence. C'était, à mon avis, le message du 4 février 1992. Vous voyez, le télescopage absolu d'une expérience personnelle sur un coup d'État d'un lieutenant de l'armée de l'air qui cherche à renverser le président du Venezuela pour instaurer une république davantage sociale et davantage populaire. Delphina, autre exemple, c'est celle qu'on a entendue tout à l'heure, elle met en relation sa rupture professionnelle, donc le choix du chômage, et l'épiphanie, ce qu'elle appelle l'épiphanie du por ahora. Alors, le por ahora, c'est lorsque Chavez, à l'issue de ce coup d'État, dit à la télévision, pour le moment, je demande aux soldats mobilisés de revenir dans leur caserne, car pour le moment, d'anaphore, les objectifs de la révolution n'ont pas été atteints. Et ce pour le moment a laissé féconder une attente eschatologique dans les classes populaires, du fait que malgré son emprisonnement, il pourrait revenir et effectivement une nouvelle révolution pourrait apparaître avec un soutien populaire. Quand j'ai commencé à travailler pour la communauté, je pensais, dit Delphine, que j'étais seul avec quelques camarades du quartier qui partageaient mon engagement. Je ne savais pas que je faisais quelque chose de politique, tu vois. Je voulais juste résoudre ce problème lancinant des maisons qui n'étaient pas dignes, on dirait aujourd'hui. Mais à l'époque, le gouvernement les considérait parfaitement dignes de notre misère. Puis un jour, je revenais d'une journée terrible et je tombe sur quoi? Le por ahora, pour le moment, à la télévision. Je vois enfin quelqu'un assumer ses responsabilités pour les problèmes de ce pays. Ça a été pour moi une vraie révélation. Alors j'ai compris pourquoi j'avais abandonné mon épicerie. Et le lien absurde, incompréhensible, à premier égard. 4 mois avant, je t'ai dit tout à l'heure que j'ai décidé d'abandonner ce travail éprouvant parce que je voulais prendre du temps pour moi, que je n'en pouvais plus de ces rythmes et de subir des vols. Alors, il faut savoir que le quartier que je vous présente aujourd'hui, je me suis limité à un quartier
de mon enquête à Caracas, et j'ai aussi enquêté sur les indigènes, des ouvriers. Bon, j'essaie de diversifier un peu les groupes sociaux impliqués dans ces comités de quartier. Ce quartier est l'un des principaux quartiers en termes de taux d'assassinat du pays, et donc à l'époque du monde, car le Venezuela était quand même l'un des pays les plus dangereux du monde en termes d'insécurité, et donc elle subissait régulièrement des vols. Maintenant, je pense en effet que c'est parce que je devais me consacrer entièrement au travail pour la communauté, que mon destin était de devenir révolutionnaire. Donc vous voyez, dans la plupart de ces récits de vie, les incidents biographiques annoncent la conversion révolutionnaire de l'individu. Cette conversion explique rétrospectivement l'incident passé. Deuxième modalité, très rapidement. L'idéologie à l'échelle de l'État, l'idéologie bolivarienne, est, comme toute idéologie révolutionnaire, une idéologie de régénération radicale de la société. Il faut tout changer, il faut changer les institutions, il faut changer l'humain. Il faut que vous changiez vos valeurs. C'est ça l'appel qu'il énonce vis-à-vis des classes populaires. Or, évidemment, cette idéologie, comme toute idéologie révolutionnaire, se construit à partir d'un ennemi, à partir d'une figure de bouc émissaire, c'est-à-dire les traîtres de la Révolution, qu'il faut débusquer, y compris dans le plus intime de soi-même. C'est un travail moral qu'accomplit le vrai révolutionnaire, mais aussi un travail de chasse à l'ennemi, de débusquage des vices des gens proches. Donc il y a véritablement une chasse à l'ennemi et au mauvais penchant éthique des voisins dans les quartiers populaires. Et donc cela, évidemment, change énormément aussi la subjectivité des individus. Et ce qui est intéressant, c'est que le rapport le majoritaire que j'ai trouvé dans mes entretiens par rapport à cette idéologie de la régénération radicale est celui qui, en quelque sorte, s'approprie de façon autonome ce discours en critiquant, ce qui n'est pas du tout prévu, les dérives de la révolution à l'échelle de l'État. En même temps, c'est vrai que le message, c'est aussi faites avancer la révolution par vos critiques. C'est le message qu'adresse Chavez aux classes populaires organisées. Et donc, effectivement, les classes populaires critiquent abondamment, et les individus se construisent en tant que sujets révolutionnaires aussi par rapport à cette critique. Une vise justement les gens qui sont trop idéologisés. Par exemple, une habitante, une autre habitante du quartier principal, elle dit les gens de la Sala de Bataille. Donc la Sala de Bataille, c'est un organisme de formation idéologique qui a été créé en 2009, clairement lié au parti au pouvoir. Donc ça va vraiment dans le sens de l'idéologisation croissante des quartiers populaires. Elle me dit ces gens-là sont dangereux pour le quartier, car nous accueillons tout le monde dans notre conseil communal. Dans notre quartier, il y a des différences idéologiques, bien sûr. Il y a des gens qui participent et des gens qui ne participent pas. Elle entend des chavistes et des anti-chavistes. Je ne vais pas refuser une réhabilitation de la maison ou une allocation de subsistance, car évidemment les ministères donnent de l'argent à ces individus, à ces comités participatifs, à quelqu'un qui est dans le besoin parce qu'il est anti-chaviste. Mais les gens de la Sala des Batailles sont des radicaux, ils sont fous. Ils parlent d'écraser la canaille contre-révolutionnaire dans les quartiers. Ils parlent des anti-chavistes comme d'insectes à écraser. Alors, bien sûr qu'il y a des saboteurs de la révolution. Mais de là à les éradiquer, tu vois, il ne faut pas donner aux ennemis les bons arguments pour dire « Vous avez vu, on vous l'avait dit que cette révolution était violente ». Donc vous voyez comment, en fait, elle met en perspective ce discours idéologique en cherchant à se constituer de façon autonome en tant que sujet politique à partir de cette idéologie, mais aussi contre les dérives idéocratiques, on pourrait dire, les dérives totalitaires aussi que peut engendrer une idéologie révolutionnaire. Et puis, il y a des tas de critiques de la bureaucratisation croissante de la révolution à l'échelle de l'État qui empêche la participation, qui tue la révolution. Un autre enquêté qui me disait
tu me vois, j'ai suivi des cours de droit et d'ingénierie à l'université bolivarienne, donc c'est une université pour les classes populaires, ouverte par Chavez. Je connais les bases du droit, je connais tous les documents qu'il faut envoyer à l'État, et toutefois, ces gens, les bureaucrates, ont un pouvoir énorme. Ils peuvent, avec une signature ou un papier, nous tuer la révolution, tu vois. La paperasse, c'est juste un moyen pour éloigner le peuple de la politique. Voilà, là, c'est un exemple. Mais combien de fois j'ai entendu des critiques de la bureaucratisation étatique de la révolution. Et donc, ce ne sont que 2 exemples parmi d'autres, mais effectivement, cette subjectivation révolutionnaire, cette reconstitution d'un rapport à soi de l'individu en lien avec une idéologie de régénération radicale de la société, se fait à la fois en changeant soi-même, en acceptant de se transformer, et en même temps aussi en critiquant un certain nombre de dérives de cette idéologie au pouvoir. Très rapidement, la 3e modalité, donc comment les révolutions transforment l'expérience du temps. Alors, la première chose vraiment remarquable, c'est que le présent devient vivant. Donc, dans beaucoup d'assemblées, par exemple, les classes populaires évoquent des discours de Bolivar du XIXe siècle, des moments historiques de l'indépendance vénézuélienne, des moments clés du récit chaviste de l'histoire, qui est un récit quand même très, très, très détaillé, quoique critiquable aussi, même très critiquable sur le plan historiographique, mais ça a des effets politiques énormes chez les classes populaires. Donc, j'ai quand même entendu une fois, l'autre jour, quand on a voté le projet pour les maisons dans le quartier, j'avais l'impression d'être Bolivar en train de libérer les esclaves. Bon, je me sentais comme lui, j'agissais comme lui, tu vois. Bon, comme je l'imagine, je parlais comme lui en tout cas. Ce n'est pas de la prétention. En espagnol, c'est « no es que sea egocéntrico ». Donc, je ne suis pas égocentrique. Et il y a un petit rire qui vient colorer cette phrase. Il ne s'agit pas de prétention, justement, mais au fond, il s'agit d'une forme de protagonisme historique. On fait penser à des travaux très importants sur la Révolution française, les travaux de Haim Burstein, entre autres. Une fois, j'en ai parlé à un voisin, il m'a dit qu'à l'occasion d'une assemblée, il avait eu l'impression de revivre le congrès d'Angostura, donc un congrès organisé par Bolivar en 1819. Et ici, il y a un type qu'on appelle Ezequiel Zamora, un patriote de la guerre fédérale du 19e, un voisin, parce qu'il est particulièrement combatif. Ensuite, un autre exemple, j'ai découvert dans ce même quartier, donc le quartier principal de mon enquête, que le 2e livre le plus lu, le plus emprunté à une petite bibliothèque populaire que je n'ai jamais imaginé pouvoir exister dans un quartier de gens ayant très très peu de diplômes, vivant dans des conditions vraiment très très précaires, c'était Les Misérables de Victor Hugo. Le premier livre était bien sûr les discours complets de Chavez. Ce sont des livres distribués par le ministère de la Culture dans les quartiers populaires, et donc j'ai découvert qu'il lisait des versions abrégée, bien évidemment, c'est pas la version de Guy Rosa en 3 tomes, version abrégée, illustrée des Misérables, quand même une quinzaine sur 20 d'entre eux. Donc, je suis allé voir ce qu'ils en faisaient, comment ils les lisaient, et j'ai découvert des choses absolument passionnantes. Donc, par exemple, une qui me disait « Tu me demandes si je l'ai lu, là, pour le moment, j'ai juste regardé les illustrations. Tu sais, le boulot, les enfants, ça laisse pas beaucoup de temps. » C'est une femme, vendeuse de rue. Je l'ai emprunté le mois dernier. Les illustrations m'ont fait penser à des choses que nous avons vécues dans les quartiers ici populaires au Venezuela, et particulièrement dans mon quartier. Alors tu vois ici, donc elle ouvre le livre et cherche la page où Jean Valjean transporte le corps de Marius dans les égouts de Paris. C'est un peu comme ça dans mon quartier, tu vois. Tu vois les égouts, la misère, les rats, le côté sombre de la ville. Nous sommes là, je pense. Ou du moins, c'est comme ça que les gens nous voient, non? Pointe d'auto-ironie. C'est horrible, mais c'est comme ça. Tu vois autour de toi les sacs poubelles, tout ça n'est pas beau à voir. Mais moi, du coup, quand j'ai vu cette image, ça m'a fait penser à mon enfance. Alors, tu vois, on peut être des héros dans l'obscurité. Parce qu'il faut avoir traversé des épreuves pour être un vrai révolutionnaire. Le peuple vénézuélien a dû faire preuve de sa vertu révolutionnaire
avant de pouvoir remonter à la surface et entrer dans l'histoire. C'est pour ça que je te dis que Bolivar n'est pas mort. Dans ce pays, il n'est pas mort. Bolivar est vivant. Chavez l'a fait revivre et nous le faisons revivre à chaque fois que nous débattons, que nous nous organisons bien et que nous respectons le voisin. Alors, on aurait presque l'impression, le peuple a fait preuve de sa vertu révolutionnaire d'entendre Robespierre ou Saint-Just. C'est vraiment frappant. Et dernier exemple, je me suis retrouvé un soir à faire un entretien à 10h du soir, ce qui est très dangereux dans le quartier dont je vous parle, parce que une fois le dernier métro passé, vous avez quand même des très très fortes chances non seulement de vous faire voler, mais de vous faire tuer, parce que l'insécurité est très forte. Et C'est quoi ça? J'ai donc accepté cet entretien parce que la personne m'avait promis une surprise. Et cette surprise s'est avérée l'un des moments les plus précieux de mon enquête, à savoir qu'après le dîner, donc, cette enquêtée, qui elle-même qui avait vu Bolivar dans son assemblée, sort un livre d'histoire absolument anodin et sans particulier intérêt. Il l'ouvre à la page où l'ancien président qui avait appliqué les programmes d'ajustement structurel et qui avait provoqué le Caracazo, donc Carlos Andrés Pérez, s'entretient avec l'élite états-unienne de l'époque, donc avec Nixon, et il me dit, tu vois, nous n'avons jamais été dans l'histoire, tu vois, il y a toujours eu les élites. Ce sont les élites qui sont photographiées. Et après, il arrive à la fin du livre, aussi distribué bien sûr par l'université bolivarienne, et à la fin du livre, il y a des photos des quartiers populaires. Et il me dit, nous faisons maintenant partie de l'histoire. Nous devons alors assumer cette tâche qui nous revient de construire un monde meilleur pour nos enfants, pour nos quartiers. Alors tu vois, il faut imaginer les choses telles qu'elles seraient allées dans un monde autre, dans un autre monde. Il faut se dire, si on n'avait pas eu la colonisation, comment serait ce pays aujourd'hui? Et il faut le bâtir selon ce rêve. Car aujourd'hui, nous devons changer les choses, pour nous, pour tout le pays et pour chacun d'entre nous. Et pour ça, il faut que chacun sorte de son foyer, participe à la construction des quartiers socialistes. Il faut que chacun dise, moi, le futur du quartier, je l'imagine comme ça. Moi, je ferai telle chose. Par exemple, pourquoi ne pas imaginer que l'État, qui aujourd'hui fait un peu obstacle au développement révolutionnaire, souvenez-vous de la critique de tout à l'heure, de la bureaucratisation de l'État, arrête d'être là-bas et vienne ici, au cœur même des quartiers. Alors il faudrait imaginer un État populaire qui n'aurait pas de bureau ni de fonctionnaires, mais qu'il faudrait construire entre tous les leaders des quartiers populaires, peut-être à rotation. Alors je ne sais pas si on aura encore besoin de Chavez à ce moment-là, tu vois. Mais bon, une place grande comme ça, donc il imagine une sorte d'arène, d'agora à l'échelle d'un pays entier. C'est pas évident à gérer, les gens qui se parlent les uns sur les autres. On pourrait à la limite imaginer que l'État se scinde en deux. Une partie avec le président là-bas et une partie populaire ici, pour que nous, on apprenne aussi la bureaucratie, le droit et tout ça. Et eux, ils apprennent de la voix du peuple. Voilà, ça c'est ce que j'appelle vraiment l'exercice de l'utopie. L'exercice de l'utopie, c'est pas l'utopisme, c'est pas l'imagination d'un autre monde qu'on va imposer à une société donnée. Ça, c'est le totalitarisme. L'utopie, c'est imaginer que les choses ne soient pas allées telles qu'elles sont allées. Faire l'exercice contrefactuel que font beaucoup d'historiens aujourd'hui et qui est évidemment très fécond heuristiquement, mais lui donner un sens très politique. Imaginons qu'on n'ait pas eu la colonisation. Que se serait-il passé? Comment faudrait-il construire notre présent si les choses ne s'étaient pas passées de la façon dont elles se sont passées? Alors, il faut évidemment imaginer un autre futur possible, mais en étant réaliste. C'est ça. C'est exactement ça l'exercice politique de l'utopie. Une sorte de pas de côté, comme d'ailleurs le font tous les grands penseurs de la tradition utopiste. Merci de votre attention.